Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Mon invité est un homme aux multiples talents avec une longue carrière sur la scène internationale du droit, spécialiste des rapprochements internationaux. Pierre Servan-Schreiber a représenté certains des plus grands groupes français, européens, asiatiques et américains dans leurs opérations de fusion-acquisition ou bien dans leurs opérations boursières. Il continue désormais sa carrière en tant que médiateur et arbitre, et c'est lui, par exemple, qui a développé le concept de médiation familiale patrimoniale. Dans l'entretien que je vous propose aujourd'hui, nous parlons du client et de ce que le professionnel doit avoir au fond de lui pour donner envie aux autres de travailler avec lui. Vous allez l'entendre, Pierre Servan-Schreiber pose les choses et prend de la hauteur. Ses conseils sont précieux et je dirais intemporels. Pierre Servan-Schreiber, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat, médiateur, éditeur, oléiculteur, podcasteur, motard, père de 5 enfants et sans doute bien plus encore. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Pas grand-chose, en fait. Ça fait déjà des bonnes journées, vous savez. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je fais un peu tout ça à la fois. Alors, pour être très exact, l'activité d'avocat d'affaires, qui a été ma carrière pendant 35 ans, je l'ai arrêtée il y a 7 ans. Et aujourd'hui, mon activité professionnelle principale, c'est la médiation. Et j'en fais presque tout le temps. Mais voilà, j'ai toujours eu envie dans toute ma vie de faire plein de trucs. Et de faire plein de trucs successivement ou à la fois. Et donc oui, je m'occupe aussi de mon huile d'olive, des ventes, des expéditions, etc. Je fais pas mal de voyages à moto, j'adore ça. Je viens de publier le 2e ouvrage de Jessica Thévenin, qui est une influenceuse vedette de l'émission Les Marseillais. Donc ça m'a pris un peu de temps aussi. Et puis voilà, ouais, on fait tout ça à la fois. Est-ce que le fait d'avoir toujours évolué entre la France et les États-Unis vous donne cette capacité à ne rien vous interdire et à ne pas rester sur une seule et unique voie ? C'est pas la cause, c'est plutôt une conséquence. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aller aux États-Unis, c'était déjà vouloir faire autre chose, quelque chose en plus, quelque chose de différent. Et bien évidemment, quand on vit à l'étranger pendant quelque temps, ça oriente sa façon de penser. Et oui, les Américains ont une plus grande flexibilité probablement par rapport à leur activité que dans le monde latin ou ouest européen. Mais voilà, c'est l'inverse. C'est plutôt moi qui avais déjà envie de faire d'autres trucs plutôt que les Américains qui m'y ont invité. Faire beaucoup de choses comme ça, c'est pas toujours admis dans la société française. On aime bien que les gens soient mis sur une seule voie, avec une seule étiquette, une seule carte de visite. Oui, mais finalement, c'est accepté quand même. Ne fût-ce que dans ma tenue vestimentaire, j'ai mis pas mal de temps à m'autoriser à m'habiller comme je voulais. Je porte des bagues, des bracelets, des trucs comme ça. Alors quand on a mon âge et qu'on est un professionnel, c'est pas forcément évident. Mais je vous dis ça aujourd'hui, quand j'étais managing partner d'un grand cabinet américain à Paris, je me serais pas autorisé autant de bracelets et autant de bagues. J'avais quelques bracelets, mais j'avais quand même un costume tous les jours. Il est vrai que j'ai remarqué une évolution dans vos photos professionnelles. Quand on regarde votre profil sur Google, il est vrai qu'on voit une évolution de ces photos. C'est assez drôle. Hein ? Ouais, c'est marrant. Et puis dernièrement, vous faites des photos devant des œuvres d'art. Oui. Alors, cette œuvre d'art dont on parle, en fait, j'ai des photos devant 2 œuvres d'art, et dont l'une est faite par mon fils, David Servan-Schreiber, qui est artiste peintre et qui cartonne, ce qui est évidemment une grande fierté. Je suis une fidèle auditrice de votre podcast, Parole de Lawyer. Merci. Et un jour, vous avez publié un épisode qui s'adresse, selon vous, à tous les juristes, mais qui, à mon sens, s'adresse valablement et de façon plus large aux entrepreneurs, disons. La question de cet épisode, c'était celle-ci: comment avoir des clients ? L'une de vos premières confidences quant à cette question, c'est de dire il n'y a pas de secret. Oui, il n'y a pas de secret. C'est évidemment le problème que se posent tous les professionnels dont l'activité est d'avoir des clients. Oui. Et je ne parle pas de la vente de biens
Et encore que non, c'est idiot ce que je viens de dire. Si je vends des machines-outils, j'ai besoin de clients. Donc en fait, ça s'applique à tous les gens qui ont des clients. Et on réduit souvent la fonction commerciale à des techniques, en fait. Non, mais c'est idiot. Oui. En réalité, il faut toujours revenir à l'humain. D'abord, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus varié et ça marche beaucoup mieux. Le client, c'est d'abord un être humain. C'est un homme ou une femme et il ou elle va réagir comme être humain, même dans une situation professionnelle. Mais nous avons tous fait l'expérience de ça. Des gens qui, par leur comportement, nous mettaient mal à l'aise, nous agressaient. Quel que soit l'environnement professionnel dans lequel on est, ça va affecter notre façon de voir cette personne, notre façon d'appréhender la situation professionnelle dans laquelle on est. Donc si on le prend dans l'autre sens et qu'on essaye de le positiver, c'est en créant un rapport humain positif que l'on va faciliter l'acquisition de la clientèle. J'aime beaucoup votre manière très élégante dans ce podcast de conseiller ceci. Soignez votre savoir-être, soyez généreux et on se souviendra de vous et on aura envie de travailler avec vous. Donner envie de travailler avec nous, c'est finalement l'élément principal. Ah ben absolument. Si je dis qu'il n'y a pas de secret, s'il n'y en avait qu'un seul, c'est celui-là. Il faut donner envie aux gens de travailler avec vous. Ça demande un tout petit peu de sincérité. Oui. C'est-à-dire que se forcer à sourire, on tous rencontré des gens qui souriaient de façon mécanique, ça marche pas. On sourit avec les yeux, en fait, on sourit avec le cœur. Ben, c'est pareil, il faut partir du principe que les gens que l'on rencontre professionnellement, et donc les clients que l'on a ou les clients que l'on veut acquérir, d'abord sont des gens, leur accorder a priori sa sympathie, sa confiance. Évidemment, si on se rend compte qu'on a affaire à des gens fort désagréables, on n'est pas obligé d'insister, mais aller au-devant des gens avec une réelle envie d'engager une conversation, d'engager un lien, même s'il ne va pas durer éternellement, même s'il ne va pas être d'une force incroyable, mais engager un lien. Je crois que j'avais donné cette anecdote dans le podcast, et là, peut-être, pour en revenir à ce que vous disiez avant, les États-Unis m'ont-ils influencé, c'est que les Américains ont bien plus que les Latins cette capacité à entrer instantanément en contact à un niveau personnel. Pas intime, mais personnel. Et ça m'avait frappé lorsque j'étais arrivé à New York pour finir mes études de droit. J'étais dans Central Park, j'étais assis sur un banc et il y a un jogger qui arrive en courant, qui s'arrête pour nouer ses lacets. Et donc pas du tout parce que j'étais là, il s'arrête pour nouer ses lacets. Il me voit et il me dit « Hi, how are you doing? How's your day? Comment ça va et comment est ta journée ?» Et je l'ai regardé absolument médusé parce qu'il est reparti en courant. Je ne l'ai évidemment plus jamais revu de ma vie et j'ai trouvé très intéressant que sur les 5 secondes qu'ont duré notre rencontre sur cette terre en ce XXe siècle, c'était le XXe siècle à l'époque, ce garçon ait éprouvé le besoin, l'envie, juste de me demander comment ça allait. Et ça m'a vraiment frappé. Je me suis dit, eh oui, pourquoi pas? Moi, ça m'a fait sentir bien. J'étais content que quelqu'un que je connaissais pas me demande comment j'allais. J'ai répondu bien et vous? Il m'a dit super. Il est reparti en courant. Voilà, c'était absolument éphémère. Et pourtant, c'était déjà quelque chose. Et si on extrapole, au fond, les clients, c'est pareil. Si on leur donne quelque chose qui va faire appel à un sentiment profondément humain qui est la reconnaissance à l'égard de celui ou celle qui vous fait du bien, ben voilà, on a la clé en fait. Pardonnez-moi Pierre de vous poser la question suivante, je suis certaine que certains se la posent. Le monde qui nous entoure est parfois éteint, parfois ronchon, parfois agressif. Qu'est-ce qui vous donne la force à vous de rester vous-même, de rester généreux, de rester affable, élégant ? Où est-ce que vous trouvez cette force de rester au-dessus ? Mais alors, chère Anne-Sandrine, c'est pas une force, c'est un état de fait. J'y peux rien. Je fume 1 et parfois 2 cigarettes par jour le soir après dîner. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, mais comment t'as la force ?» Mais j'ai pas la force, j'ai pas envie de plus. Mais j'ai pas envie de moins non plus, je suis comme ça. Voilà. Donc, c'est pas une force, je crois. Simplement, il faut s'autoriser à ressentir des choses positives, à les transmettre positivement. Le seul conseil que je donnerais, c'est donner.
et vous recevrez. Ça date du Nouveau Testament, Oui. hein. Mais donnez et vous recevrez. C'est tellement vrai. Alors, pas du tout forcément là où on pense qu'on Non. va recevoir. Oui. C'est une philosophie, un état d'esprit. Voilà, il faut, et là encore, pas calculer. Il faut le faire naturellement. C'est comme l'entretien physique ou d'autres choses. Si on le fait naturellement tous les jours, ça ne représente absolument aucun effort. Un exemple que je donnais souvent à mes collaborateurs, c'est que j'ai passé des années de ma vie à essayer d'avoir Total comme client. Et donc, je leur envoyais des petits mots, des articles que je trouvais intéressants, je leur proposais de faire des formations chez eux, et on avait une relation extrêmement agréable, hein, il n'y a aucun problème. Mais j'ai jamais eu le moindre dossier pour Total. Et en revanche, un jour, j'étais en train de prendre un petit déjeuner, et dans le journal, je vois que Mittal fait une OPA hostile sur Arcelor. Et je me dis, tiens, alors je connais absolument pas ces deux entreprises. Je sais à peine ce qu'elles font, de la sidérurgie, c'est-à-dire de l'acier, mais vraiment, j'y connais rien du tout. Et je me fais cette réflexion comme ça en passant. Et 5 heures plus tard, j'étais le conseil choisi par Arcelor pour se défendre dans la plus grosse OPA hostile qui avait eu lieu en Europe. Voilà, comme quoi, il ne faut pas essayer de récolter là où on sème, il faut semer, et puis il arrive ce qui arrive. Et puis, on est plus heureux soi-même. Absolument. C'est d'abord à soi que ça fait du Oui, bien. c'est ça. D'être ouvert, d'être généreux, d'être gentil avec les gens. C'est d'abord à soi. Donc, plus on est égoïste, plus il faut être altruiste, en quelque sorte. Oui. Et puis, les avocats bulldogs dont vous parlez dans votre podcast, finalement, ils ne font de mal qu'à eux-mêmes. En tout cas, moi, j'envie pas leur vie. Hein. Non. J'envie pas leur vie parce que c'est tellement, on sent tellement d'acide dans tout ça. Ouh là là. Alors, on a parlé de savoir-être. Il y a aussi quand même un petit peu de savoir-faire. Et dans votre podcast, vous donnez quand même un conseil qui est celui de travailler ses super-pouvoirs. Qu'est-ce que c'est que cette théorie du super-pouvoir ? Alors, c'est une théorie qui a été inventée par ma cousine Florence Servan-Schreiber dans un bouquin qui s'appelle Power Patate. L'idée, c'est la suivante. On a tous des qualités et des défauts. Bon. Et puis, on a une éducation judéo-chrétienne qui a nettement tendance à dire il faut corriger ses défauts. Oui. Oh là là, t'es nul en maths, tu chantes faux, tu parles pas bien, des trucs comme ça. Et donc, il faut travailler pour corriger ça. L'idée est que, pourquoi est-ce qu'on ferait pas l'inverse ? C'est-à-dire essayer de définir nos qualités, mais au-delà de nos qualités, nos super-pouvoirs. C'est-à-dire des choses que l'on fait mieux que d'autres. Pas mieux que tout le monde, mais mieux que d'autres. Par exemple, dans un contexte professionnel, certains sont meilleurs à l'oral, d'autres sont meilleurs à l'écrit, certains sont bons pour chercher, pour trouver, d'autres sont bons pour mettre des gens en lien les uns avec les autres. Vous voyez, c'est des choses très générales comme ça. L'idée, c'est de découvrir quels sont ses propres super-pouvoirs. Et si on ne le sait pas soi-même, parce que si on est un peu honnête avec soi-même, on sait quand même qu'on n'est pas trop mauvais sur certains trucs, même si on est moins bon sur d'autres. Mais sinon, il faut demander à des gens proches qui vous aiment bien, est-ce qu'il y a un moment dans ma vie où tu t'es dit « Ah waouh, pas mal !» Voilà. Et c'était à quelle occasion ? Alors, ça peut être n'importe quoi, un discours à l'occasion d'un mariage, ou le fait d'avoir sauvé un chien qui allait se noyer dans le ruisseau, ou d'avoir rangé une bibliothèque d'une façon extrêmement intelligente. Peu importe. Mais une chose que l'on a faite dans sa vie qui a attiré l'attention de façon positive. Là, c'est un signe qu'il y a un super pouvoir. Et celui-là, il faut l'exploiter. Et à énergie égale, c'est tellement plus intéressant, tellement plus efficace, tellement plus rentable de travailler à améliorer encore ses super pouvoirs qu'à corriger ses défauts. Parce que celui qui ne s'exprime pas bien à l'oral ou qui écrit mal ou que sais-je encore, ça va lui demander une énergie folle d'arriver à un niveau qui sera bien mieux que son niveau de départ, mais qui sera un niveau moyen. Alors que si on part du haut, c'est-à-dire de ce qu'on fait déjà mieux que beaucoup de gens, et qu'on met la même énergie, alors là, on va vraiment cartonner.
Ce super pouvoir a sans doute la super puissance de donner envie, en fait. On parlait de cette question de donner envie aux autres de travailler avec vous. C'est peut-être par là qu'ils vont pouvoir envisager la relation de travail. Absolument. J'avais un collaborateur, son super pouvoir à lui, c'était trouver l'information. Oui. Ça a l'air bizarre, mais il trouvait des trucs que les autres mettaient beaucoup plus de temps à trouver. Et il était dans mon cabinet depuis vraiment pas très longtemps. Et je ne l'avais pas pris pour un très gros dossier parce que je le connaissais pas, tout simplement. Il était arrivé 3 mois avant, je savais pas ce à quoi il était bon, pas bon, donc je me pose pas de questions, je ne le prends pas. Et on commence à travailler et tout de suite après, c'est-à-dire au bout de à peu près 1 heure où on commence à vraiment travailler sur le dossier, il m'envoie un mail avec cher Pierre, j'ai trouvé ceci que vous avez déjà certainement vu, mais au cas où. Et il avait trouvé que 3 jours avant, les 2 autorités régulatrices que sont la SEC aux États-Unis et l'AMF en France avaient renouvelé leur accord de coopération en ajoutant des termes, des textes, des engagements. Et il avait présenté ça vachement bien, sous un format paysage, avec en noir le texte ancien, en rouge le texte nouveau, et il avait mis les 2 logos des 2 autorités. Ça a l'air tout con, mais ça sert à rien de mettre les logos, sauf que ça sert vachement parce que son document, qui tenait en 1 page, qui était en couleur, qui était extrêmement agréable à lire et compréhensible immédiatement, a fait que je lui ai dit, toi, tu viens dans mon équipe et tu t'occupes de l'information. Voilà. Et on est toujours en contact aujourd'hui. Il est toujours aussi fort pour trouver de l'information. Voilà. C'est ça son super pouvoir. Et oui, il m'a donné envie instantanément de travailler avec lui, d'un seul coup d'œil. Parce que dans ce coup d'œil, il y avait tout son travail. C'est-à-dire le fond, j'ai trouvé le nouveau texte, la forme, je l'ai mis en forme pour qu'il soit agréable à regarder et que vous compreniez tout de suite de quoi il s'agit. L'implicite, c'était « je me doute que vous n'avez pas beaucoup de temps ». Je dis que vous l'avez peut-être déjà vu, mais quelque part, je pense que vous ne l'avez pas encore vu parce que ça ne fait que 2 ou 3 jours que c'est sorti. Et je vous le mets en rouge, comme ça, vous ne prenez pas de temps pour comprendre qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ce nouvel accord. Génial. Et en conclusion, prenez soin des autres et soignez votre travail. Exactement. Alors, on disait tout à l'heure l'humain. On n'est quand même pas chez les bisounours, il n'y a pas que l'humain, il faut qu'il y ait la qualité derrière, le fond de sa propre formation. Et pour les gens qui nous écoutent et qui sont plutôt dans le domaine immobilier, on voit très bien ceux qui connaissent bien leur marché, qui connaissent bien les produits. Ça, c'est la base en quelque sorte. Mais ce qui est important, dans ce métier-là, que je connais mal, même si j'ai une sœur qui l'exerce, c'est la relation qu'on va créer avec le client. C'est-à-dire que le client ait rapidement le sentiment qu'il peut vous faire confiance. J'ai un copain qui est agent immobilier, et un jour comme ça, je lui dis « tiens, qu'est-ce que tu penses ? J'ai vu tel studio, je sais pas quoi, acheter... ça te paraît intéressant, etc. » Il me dit « mais t'as pas besoin d'acheter de l'immobilier maintenant. » Et il m'explique pourquoi. Et je me suis dit, la prochaine fois qu'il me dit « en revanche, tu devrais faire ça », je vais l'écouter. Parce que j'ai tout de suite eu le sentiment qu'il essayait pas de me fourguer quoi que ce soit, mais de comprendre mes attentes et d'y répondre. Et là, tout de suite, ça crée une autre relation. Un agent immobilier qui me dirait alors, je sais que vous cherchez tel genre de produit, j'ai quelque chose, mais je dois tout de suite vous dire qu'il y a quelque chose que je trouve extraordinaire, c'est pour ça que je vous le propose, mais ça ne répond pas à tel et tel de vos critères. Alors là, je vais l'écouter différemment, parce que je vais me dire, lui, il a compris ce que je cherche, et il me parle comme un être humain, pas comme un client, entre guillemets. Un grand merci, Pierre Servan-Schreiber. Je vous en prie.